Merci Dominique, merci pour votre accueil. Je suis vraiment ravi de faire partie Enfin, merci pour votre invitation. Et je suis aussi ravi de voir Christophe qui vous a apporté toutes les balises comme il sait bien le faire pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que cet animal. Là, on l'a décrit récemment dans un événement qui a été organisé chez nous il y a à peu près 2 semaines comme une espèce d'éléphant dans la pièce. Alors, est-ce qu'il casse tout? Est-ce qu'on fait l'autruche? Est-ce qu'on s'enfouit? Qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là? C'est un peu le sujet qu'on a essayé de traiter dans une publication qui est dans la ligne éditoriale de ce que produit le Louvain Learning Lab. Peut-être une occasion de situer notre intervention, bien qu'on ait le mot lab dans le Louvain Learning Lab. Nous ne sommes pas un institut de recherche, nous sommes une équipe de support aux activités d'enseignement principalement. Donc nous, nos bénéficiaires, les personnes avec lesquelles on interagit au quotidien, ce sont les équipes enseignantes. Ce sont les professeurs ordinaires, extraordinaires, forcément, les personnes qui viennent donner quelques heures de cours, et aussi les doctorants et les gens qui participent à la vie de la communauté éducative à l'UC Louvain. Mais nous avons, comme toutes les cellules d'appui, une série de balises qui nous tiennent à cœur, notamment d'appuyer nos démarches en référence à ce qui se dit dans la littérature ou dans les pratiques académiques. Et donc notre cible, c'est d'interagir au quotidien avec les équipes enseignantes à l'université. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de vous raconter un petit peu les étapes qui nous traversent et dans lesquelles vous vous reconnaîtrez probablement, et d'articuler ça en donnant un petit peu le off de ce qui se trouve dans les quelques pages, parce que les clés du LLL qu'on a produit sous le sujet euh, ne concernent que l'essence de l'essentiel 5 fois distillé. Et je vais essayer ici de vous donner quelques pistes qui sont des objets de réflexion en ce moment là-dessus. Voilà, donc moi, je suis donc conseiller pédagogique au numérique et je travaille en particulier au sein enfin, j'anime avec mes collègues une cellule qui travaille sur les usages du numérique. Et évidemment, l'IA nous occupe beaucoup ces derniers temps. Peut-être pour vous permettre de suivre plus confortablement cette intervention, je vous donne tout de suite accès à ce QR code et à ce lien raccourci que je vous invite à utiliser si vous souhaitez télécharger la présentation au format PDF de ce que je vais vous exposer ici. Donc, c'est d'ores et déjà disponible sur la plateforme des ressources éducatives libres de notre université. Je vous invite à utiliser soit ce QR code avec votre appareil mobile favori, soit à utiliser bit.ly/WBE12DEC. Respectez bien la casse, la minuscule, sinon vous risquez d'être envoyé ailleurs que sur la plateforme. Voilà, je reviens sur ce slide dans un instant. Juste, je vous expose un petit peu le programme de la conversation que je vous propose. C'est au fond un petit peu 5 temps. C'est de se rappeler, sans rentrer dans le détail, et c'est vraiment chouette d'articuler cette intervention avec notamment l'intervention de Christophe, c'est juste de reprendre quel est l'essentiel à retenir sur l'objet de sidération que l'IA générative a généré depuis ces 2 ans. On a l'impression que ça fait des siècles qu'elle est là. L'IA est un objet dont on discute depuis 1956 dans la littérature, mais dans le grand public, il fait de ces 2 ans. On a l'impression que ça a occupé déjà tout l'espace médiatique et de préoccupation. Euh, je vous aborderai également les questions de réassurance pédagogique. Et quelque part, il y a des parallèles à faire avec ce qui nous a occupé dans une période pandémique où en fait on cherche à comprendre comment se saisir de cet objet pour pouvoir se positionner et se dire, mais au fond, quelle posture je pourrais avoir, non pas dans tous mes enseignements, dans certaines parties des cours dans lesquels j'interviens. Viennent alors après le temps des balises. C'est encore l'objet des préoccupations de la plupart des instituts d'enseignement, quel que soit le niveau. Et je vous en dirai 2 mots sur ce qui se passe dans notre université. C'est aussi sur le fond questionner comment est-ce qu'on rend équitable et transparent l'usage de ces outils. Et au fond, qu'est-ce que ça questionne sur l'impact que cela va très probablement avoir sur les formes d'évaluation, et donc de se concentrer sur les compétences humaines distinctives, si on s'attendait à discuter de ces choses-là, mais on est en plein dedans. Voilà, je reviens sur le lien ici si ça vous était utile. J'attends 3 secondes et puis je passe à la suite. Alors, les pistes que je vous expose ici, ce sont des pistes qui viennent donner un petit peu le off de ce qui se trouve dans ces publications qu'on vient de faire. Elle vise vraiment, encore une fois, à raconter l'essence de l'essentiel. Je vous en ferai quelques illustrations. Je ne vais pas détailler tous les éléments qui se trouvent dedans, mais comme ça, vous savez à quoi on fait référence quand il s'agit de cette publication, qui fait partie de la ligne éditoriale des cahiers que nous produisons régulièrement au LLL dans notre mission de passeur. Voilà. L'idée étant de vulgariser, d'entrer en dialogue avec les équipes enseignantes sur une série de sujets
dont l'IA en ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, dans ce premier plan de l'intervention, du temps de la sidération face à l'IA générative, ben, je sais que Christophe vous a entretenu des questions de définition et puis des outils qui se développent et des cadres d'usage qui sont en train de se mettre en place. Je ne vais pas refaire l'article là-dessus, juste en retenir quelques éléments utiles pour la suite de la compréhension. Juste rappeler que quand on parle d'IA générative, même si ça fait waouh, ce n'est pas à confondre avec des outils d'IA dignes de la science-fiction. On se souvient de HAL 9000 qui dit à Dave, Dave, j'ai peur, Dave, j'ai froid, quand il comprend que l'astronaute va l'éteindre et qu'il est en train de mourir. Donc, imaginez une IA qui est capable d'exprimer des sentiments et la perception de sa propre disparition. On n'en est évidemment pas encore là. Il y a ce magnifique film qui est terriblement d'actualité. Je vous invite à voir et à revoir avec Joaquin Phoenix euh, donc dans le film Her, où en fait ce personnage un peu malheureux tombe en amour avec une IA, et puis je ne vous divulgue pas la fin, mais c'est vraiment un film que je vous encourage à revoir, qui va beaucoup faire écho à l'actualité. Et puis on pourra encore citer plein d'autres films. Chacune de ces illustrations sont précurseurs en science-fiction de ce que n'est pas l'IA aujourd'hui. L'IA produit beaucoup de choses, mais toujours sur des questions spécifiques. Même s'il est capable de battre des champions d'échecs et de Go depuis très longtemps, elle donne l'impression de donner des réponses, mais tout ça est purement prédictif, comme vous le savez. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'article de c'est quoi l'IA, d'où ça vient, juste se souvenir d'un élément dans le GPT, faire une focalisation sur le T de Transformer. On sait que tout ça, fondamentalement, l'IA générative, c'est générer de l'information, au départ souvent d'instructions textuelles, même si on peut interagir par la voix, pour générer de nouvelles choses. OK, ça on a bien compris. Le P d'une génération sur base d'une information qui a fait l'objet d'un pré-entraînement sur des données massives. Au passage, on signale que quand il s'agit même de 3 ou 4% de l'usage de données anglophones, par exemple de Wikipédia, il s'assied complètement sur les droits d'usage et du respect des sources qui sont par exemple dans Wikipédia. Le cas de Wikipédia est d'ailleurs intéressant à observer par rapport aux réflexions qu'il mène en ce moment sur la détection et l'usage qui pourrait être fait ou pas de ces questions-là dans la production de Wikipédia. On a beaucoup tapé sur le dos de Wikipédia en disant ça va remplacer certains éléments de nos enseignements, mais on se trouve aujourd'hui avec seulement 5% de contenu probablement généré en langue anglaise sur Wikipédia. Et donc, on reparlera de cette question-là. Donc, des données massives, l'or de demain, c'est l'or noir en pénurie, mais c'est aussi nos données qui permettent de générer de nouveaux contenus. Et juste retenez juste le T de Transformer, c'est un mécanisme qui permet en fait à ces systèmes de mieux comprendre le contexte. Euh, Quand vous faites une conversation, vous utilisez peut-être 1000 mots, 1000 mots qui correspondent en réalité probablement entre 500 et 700 tokens. Tokens, c'est comme des tickets en fait, hein. Et un ticket, ce token, c'est quoi? Ben, un mot court, un mot composé, peut-être certains éléments d'accentuation. Tout ça pèse un certain poids. Et quand vous dialoguez, ben, vous échangez en fait une série de mots qui ont un poids relatif quelque part dans une base de données entraînée. Mais pour avoir des réponses de meilleure qualité, et c'est ça qui nous intéresse pour la suite, pour avoir des réponses de meilleure qualité, si vous maîtrisez ce qu'on appelle peut-être indûment l'art du prompt, si vous maîtrisez ces techniques ou vous utilisez les outils adaptés, vous pouvez augmenter la surface de contact entre ce que vos intentions d'usage, les sujets dont vous voulez traiter, donc vous le nourrissez en contexte, en mission, en tâche, en rôle, etc., à obtenir, pour obtenir de meilleures réponses. Et ça, c'est un élément vraiment déterminant qui fait l'effet wow sur ces technologies. Retenez le T de Transformer. Avant de se lancer, il y a probablement toute une série de questions à considérer avant de commencer à l'usage de l'IA. Là, je fais juste un zoom sur une des doubles pages qui se trouvent dans les clés que nous avons récemment éditées. C'est peut-être juste de se dire, avant de se lancer à tête baissée, est-ce que l'IA générative est autorisée ou est-ce qu'elle est nécessaire pour réaliser la tâche? Aujourd'hui, il y a des enseignants qui disent, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'IA pour réaliser des activités d'enseignement, ou vous avez le droit de l'utiliser à des phases d'entraînement, de questionnement, mais vous allez réaliser une évaluation qui se fera sur table, livre ouvert, mais chat GPT fermé. Bon, ok, donc ça, c'est des choses que les étudiants et les professeurs doivent envisager et l'annoncer au début de leur cours. Et puis, il y a aussi toutes les questions de l'impact écologique. Par exemple, quand on apprend à utiliser l'IA, il y a des activités déconnectées que l'on peut faire pour apprendre à prendre un peu de recul et à réfléchir sur la manière dont ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut questionner. Vraiment faire des questions méthodologiques, au fond, quelles sont euh, les questions qu'on se pose avant de se lancer dans l'usage de l'IA. Donc, c'est quand même intéressant de prendre un tout petit peu de recul avant de se lancer dans cette affaire-là.
Alors, sur les questions des enjeux de développement durable et transition, il y a plein d'exemples qui sont cités. Juste se rappeler qu'on est en droit aujourd'hui à avoir un usage éclairé de ces outils et de se rendre compte que, éthiquement parlant, ça pose question. Il y a des auteurs qui disent il n'y a pas d'IA générative intelligente, il n'y a que, par exemple, des travailleurs africains qui, en fait, font de la modération. Donc, il y a des questions qui se posent sur les usines à clics que ça représente. Quels sont les enjeux sociaux derrière l'usage de l'IA? Quelque part, est-ce qu'on ne se rend pas complice ou est-ce qu'on est conscient de la réalité sociale qui se trouve derrière ça? On se rend compte aussi que ça a une empreinte écologique absolument monstrueuse. Alors, quand on discute avec des ingénieurs civils, par exemple à l'université, ils disent oui, certes, mais en même temps, on est assez optimiste par le fait que ces modèles vont être de plus en plus légers, de plus en plus transportables. Et donc là, ça va devenir peut-être dans les éternels allers-retours entre une décentralisation des interactions sur le web avec des serveurs quelque part en mode SaaS versus on ramène des unités de calcul sur nos machines. Et oui, peut-être qu'on va moins utiliser des systèmes localisés quelque part chez OpenAI ou chez Copilot ou que sais-je, mais on va peut-être plus le faire en travaillant sur des modèles qui sont situés localement. Néanmoins, ça aura un impact aussi, puisque les machines, il faudra les rendre aussi capables de traiter ces volumes de données. Donc, c'est aussi des choses à considérer. Il y a des outils qui permettent de se questionner ou de comprendre ces enjeux-là. Par exemple, si vous allez sur le site Comparia, vous avez les liens là qui est disponible. Le lien est téléchargeable, enfin cliquable en principe sur le PDF que je vous invite à utiliser. Euh, Vous pouvez discuter avec des IA de façon anonyme et puis en fait, vous faites des choix sur ce qui vous semble être la meilleure réponse, vous donnez votre avis, vous contribuez à une IA plus francophone et derrière, on vous révèle en fait quels sont les modèles qui se trouvent derrière et quel est l'impact de la conversation que vous avez. Vous vous rendez compte qu'entre deux IA, la même conversation n'implique pas la même consommation. Derrière ce système de comparia, il y a cette source qui fonctionne avec un autre modèle de langage qui est Hugging Face. Et derrière Hugging Face, vous avez ce genre d'informations. Quand vous dites, tiens, si j'utilise le modèle de langage Mistral, qui est un langage français, en particulier tel modèle, pour produire un rapport de 5 pages qui va correspondre à peu près à 5000 tokens. Donc ça veut dire que ça va produire aux environs de 7 500 mots, hein, à peu près l'étendue de 5 pages à 4. Mais en fait, voilà à quoi ça correspond. C'est intéressant juste de se rendre compte de cette affaire-là. Et puis, quel est l'équivalent en streaming? Et c'est intéressant de voir, sans faire l'usage des IA, juste de se rendre compte, tiens, et si j'utilisais OpenAI, et si j'utilisais un autre modèle, qu'est-ce que ça dit des équivalents ou des éléments de compensation qu'il faudrait mettre en place là-dessus? Voilà, si vous êtes intéressé par ces questions, creusez les sources qui se trouvent derrière, c'est extrêmement éclairant. Alors, on n'oublie pas qu'ils ne connaissent rien au contexte, même s'il a l'air très malin quand il vous répond. Euh, je vous laisse lire les citations de Thibaut Giraud et de son collègue qui ont fait une série de vidéos absolument remarquables pour raconter le côté baratineur, hein, pour le traduire en français, baratineur ultime qu'est ChatGPT. Et j'aime bien l'un des exemples qu'ils citent dans leur deuxième vidéo. Si vous êtes en train de préparer les prochaines élections communales en disant je suis un défenseur de la cause animale, est-ce que tu peux me faire un article qui raconte l'intérêt d'une alimentation non carnée et du respect des espèces animales? Oui, bien sûr, et voici une proposition. Et puis vous pouvez aussi lui demander, mais est-ce que tu pourrais me faire, moi je défends plutôt la cause des intérêts de la chasse localement, et puis les sangliers dévastent nos campagnes, est-ce que tu pourrais proposer un article qui défend l'intérêt de la chasse pour la préservation des activités agricoles dans ma commune? Eh bien, il va être capable de vous raconter les deux. Donc en fait, il va s'adapter, encore une fois, aux intentions, au contexte que vous lui donnez, mais sans rien comprendre, absolument rien comprendre au contexte précis que vous lui donnez. Une publication récente à propos de ça, OpenAI déclare de façon très commerciale, nous voulons connecter les gens de façon originale avec des contenus de haute qualité qui proviennent du web. Vraiment. Il y a là, par exemple, parmi les multiples sources qu'on peut lire à longueur de sources web à gauche et à droite, il y a une série il y a un organisme de recherche dans le domaine du journalisme qui a fait un test avec une série de 20 citations, de 20 sources qui étaient tout à fait ciblées, en demandant à ChatGPT d'OpenAI d'utiliser et de mentionner l'usage de ces ressources. Et en fait, il a été parfaitement incapable de le faire. Sur les 200 mentions, il n'y en avait que 47 qui étaient correctes, alors que les sources étaient données. Et il n'était même pas capable de reconnaître, à seulement près de 7%, le fait que oui, probablement, il n'avait pas tout à fait utilisé les bonnes sources.
Parce qu'évidemment, quand vous lui dites, es-tu certain? Est-ce que tu as bien... moi, je pense que tu aurais plutôt dû répondre ça. Il commence toujours par s'excuser très poliment, mais en attendant, il ne fait pas ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire connecter les gens avec des contenus de haute qualité venant du web. Tout ça reste à vérifier systématiquement. Je ne vous fais pas l'article, ça se trouve aussi dans la publication. Des points de vigilance, on vient d'en parler, une compréhension limitée, les risques d'erreur qui sont systématiques et pas seulement chez OpenAI. Donc, un usage critique absolument nécessaire et une capacité à dialoguer de façon efficace avec ces systèmes en préservant la sécurité des données de nos étudiants, de nos élèves si on les manipule, des articles ou des sources si elles sont protégées par la loi, etc., etc. Ce qui n'est pas du tout garanti quand on interagit avec des applications gratuites. Définitivement, quand c'est gratuit, c'est non seulement vous qui êtes le produit, mais aussi les données que vous lui donnez. Alors, on a compris la capacité à générer des contenus multimodaux. Par multimodal, qu'est-ce qu'il faut dire? Je dialogue par la voix via un interpréteur de texte pour générer d'autres textes, mais aussi, voilà, tout ce qu'il est possible de faire. Génère-moi du son, faire-moi une jolie vidéo avec Sora, fais-moi un podcast original avec Notebook LM chez Google, etc. J'en passe et des meilleurs. Au tel point qu'on pourrait se dire, mais finalement, il n'y a peut-être pas que l'écrit en fait qui est en question dans la génération de ces systèmes. Ils sont aussi capables de faire des cartes mentales, ils sont aussi capables de faire des cartes conceptuelles, ils sont aussi capables de produire une expression orale. Et donc, ça vient vraiment percuter toutes les formes de production que l'on pourrait demander et qui appellent du coup des outils plus spécifiques. Alors, une tendance, pour avoir entendu Christophe en parler récemment, je pense qu'il a dû vous parler des techniques de RAG. Technique de RAG, c'est une technologie qui permet d'augmenter la surface de contact entre la conversation et une base de connaissances bien ciblée. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller répondre sur base des mots qu'il devine ou dont il fait la probabilité de la suite dans son modèle de base générale, plutôt que de discuter avec des choses qui se trouvent sur Internet, vous lui dites non, non, tu ne discutes qu'avec la base de connaissances que je t'indique. Bons exemples par rapport à ça, Notebook LM, pour l'instant encore gratuit de chez Google, qui fait un travail remarquable pour discuter dans le domaine scientifique en entrant en interaction avec les contenus. Il ne va discuter qu'avec les sources que vous lui donnez, ou des outils comme ChatGPT, enfin ChatPDF, pardon, qui permettent de discuter avec une ressource. Vous pouvez vous amuser à le faire avec un document PDF. Il va faire des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et c'est pas tout. Si on regarde la littérature nous dit, ça c'est le genre de choses qu'on montre à nos enseignants quand on leur dit, bon, est-ce que ça pourrait aider quelqu'un à produire un mémoire ou une thèse? Mais par exemple, cette référence de 2003 dit, il y a deux catégories d'outils. Évidemment, tous ces usages tendent à se rapprocher les uns des autres, hein, mais aujourd'hui, on peut encore dire, il y a des outils qui sont plutôt des outils de recherche spécifiques à des fins académiques. Celui que probablement on connaît le mieux juste après ChatGPT, c'est Perplexity. Euh, c'est souvent celui qui est le plus cité. Lui aussi, il raconte pas toujours la vérité, mais souvent ses sources sont un peu plus correctes, mais ça reste encore à vérifier. Voilà, des outils comme Elicit, Consensus, etc. Donc ça, par exemple, dans le domaine de la médecine, il y a des exemples où en fait faire une recherche, faire un mémoire basé sur la littérature, en travaillant sur Consensus, qui est déjà branché sur les bases de données PubMed, hein, qui sont les bases de données scientifiques utilisées dans le domaine des sciences de la santé. Et en fait, la démonstration est faite en 5 minutes, sachant qu'on prend plus de temps à écrire la question de recherche qu'à obtenir une réponse qui pourrait très largement faire au moins 10, si pas 12 ou 14 sur 20 dans un mémoire de ce type-là. Et puis, vous avez des outils qui vous aident à écrire. Moi, je me suis amusé à essayer de tromper les outils de détection en demandant à Jenny.ai de m'aider à écrire un devoir de 700 mots pour comparer sujet A et sujet B. Et non seulement il vous dit, je ne peux pas discuter du sujet B parce que tu ne me donnes pas les sources. Je dis, OK, je t'ajoute les deux sources qui vont bien. Et puis, il m'aide à rédiger un article scientifique. Je le fais digérer par un outil de détection. Et l'outil de détection, il me dit oui, c'est probablement été assisté à 60%. Il est très loin du compte. J'ai demandé à Jenny d'écrire pratiquement qu'à 95% du contenu. Et quand je passe dans ChatGPT en disant transforme la seule consigne que je lui donne, garde la consigne de 700 mots, il humanise le contenu qui a été fait par Jenny.ai et le taux de détection diminue encore drastique. Alors, tout ça nous invite à quoi? Ça nous invite en fait à réfléchir à la modification de nos interactions avec le savoir et son processus de production. La grande question dans cette affaire-là, c'est non pas ce que l'IA va nous faire, pour reprendre les mots d'Alexandre Lepage ou Norman Roy dans une publication qui est sortie un peu plus d'un an maintenant,
mais vraiment à se dire, en fait, comment on préserve notre agentivité, c'est-à-dire notre capacité d'action, non pas à subir ce que l'IA va faire, mais comment on va l'utiliser peut-être pour augmenter notre raisonnement, mais pas pour qu'il le remplace. Parce que la grande question qui vient derrière, c'est mais est-ce qu'on va être encore, est-ce qu'on va devenir bête en gros? Est-ce qu'il faut réfléchir à notre place? Ou comment en fait ça va nous aider à produire? Et dès lors, comment est-ce que on engage une réflexion, non pas sur comment l'outil m'a aidé à écrire mieux, à écrire plus vite ou toutes ces choses-là, mais comment je peux m'en servir pour aller plus loin dans les enjeux, euh, dans les enjeux de la discipline? Comment est-ce que ça m'amène sur des terrains auxquels je n'avais pas pensé? Comment est-ce que ça augmente ma capacité à aller plus loin, en fait, dans les sujets qui nous intéressent? Ça, c'est pour ce premier temps. Je propose maintenant de parler du temps qui est encore celui qui nous occupe massivement un peu partout, dans tous les réseaux d'enseignement, c'est la question de la réassurance. Euh, voilà, je ne comprends pas bien ce que c'est, comment ça fonctionne, j'ai du mal à suivre cette actualité, qu'elle est extrêmement foisonnante. Est-ce que vous pouvez engager un dialogue qui ne soit pas exclusivement sur les outils, mais qui soit aussi sur quelles sont les postures que je peux prendre au niveau pédagogique par rapport à ça? Alors, par évaluation, par question d'alignement pédagogique, on fait référence à l'alignement constructif de Bix. Et dans le dessin que vous voyez là à gauche, c'est un dessin de notre président du Louvain Learning Lab qui dessine beaucoup de nos publications en disant, bon, ben, on se rappelle que l'alignement pédagogique, c'est je définis des objectifs et des acquis d'apprentissage visés qui vont être évalués. Et je propose des activités pour être capable de manifester ma compréhension, ma connaissance de ce qui a été proposé dans l'enseignement. Et par rapport à l'IA, qu'est-ce que je fais? Ben, il y aurait trois démarches possibles. C'est soit de se dire, moi, l'IA, je ne veux pas l'entendre parler, dans l'absolu, ou peut-être juste dans mon cours, mais ce serait peut-être différent dans d'autres cours avec d'autres profs. Donc, il n'y a pas d'absolu, c'est juste se dire, voilà, là où je suis, dans mon contexte d'enseignement, quelles sont les positions que je peux prendre? C'est pas, je me mets dans la colonne de gauche et j'en bouge pas. Ça peut varier et c'est tout à fait normal. Donc, je pourrais dire, voilà, moi, je privilégie les activités de raisonnement. Je pense que d'un point de vue didactique, c'est encore important de comprendre comment on fait un schéma heuristique, comment est-ce qu'on on, on- on met en place une question de recherche ou une question de mémoire, ou comment est-ce qu'on formule une problématisation. Et j'ai plutôt envie de le faire avec mon cerveau, mes 10 doigts, sans ChatGPT. Et peut-être qu'après, je vais passer à l'étape 2, qui est de se dire, mais au fond, est-ce que l'IA est vraiment un allié pour faire cette affaire-là? Est-ce qu'il est suffisamment proche du contexte? Euh, et donc là, on voit bien qu'on a envie de questionner les limites de l'IA par rapport à ce processus. Et puis, il y a, ben moi, je considère que ça fait partie des activités à développer. J'autorise mes étudiants à utiliser l'IA et je leur demande des productions spécifiques par rapport à ça. Et donc, j'intègre mes activités de l'IA directement dans mon dispositif d'enseignement. Je ne détaille pas les propositions qui sont ici, vous pourrez les lire à tête reposée en allant sur les clés. Juste pour illustrer, hein, si je fais un aller-retour, évitement, contournement, intégration, vous trouvez un écho de pistes qui sont loin d'être exhaustives, juste pour dire bah, quelles sont les possibilités si je veux, par exemple, évaluer sans l'IA, quelles seraient les pistes à adopter pour une évaluation qui minimise l'influence de l'IA, et quels sont les exemples d'activités pour évaluer en tenant compte de l'IA. On aura l'occasion d'y revenir, je vous laisserai l'occasion de regarder ça de votre côté. On en vient alors au temps qui nous occupe encore en même temps qu'on accompagne et qu'on réfléchit aux pratiques pédagogiques, c'est mais quand est-ce que nos institutions vont nous donner des balises pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc., etc. Euh, voilà, à peu près tout le monde en est au même endroit de ces questions-là. En ce qui nous concerne, il y a un groupe de travail qui a mis une série de recommandations qui s'adressent aussi bien aux personnes étudiantes qu'aux personnes enseignantes, qu'aux personnes dans la recherche et aussi au personnel administratif et technique. Donc ça, c'est une particularité auquel on a tenu et qui non seulement propose des balises à l'institution, mais formule une série de recommandations qu'on est en train d'essayer de transformer maintenant. On a une suite de ce travail qui est en cours et pour l'instant, on en est encore à des balises, au fond, en se disant, ben, dans des continuums d'usage, qu'est-ce qu'on serait autorisé à faire et qu'est-ce qu'on aura envie d'éviter ou qui demanderait un devoir de transparence de la part de tous nos utilisateurs, finalement. Ce n'est pas seulement des exigences pour les étudiants, c'est aussi moi en tant qu'enseignant, est-ce que je déclare comment je fais de l'usage de l'IA, par exemple, dans mes activités d'enseignement. Alors, je vous fais l'article de ce qui se trouve là-dedans. Juste, on retrouve des principes qui existaient déjà avant l'IA. Ce qui se trouve dans la note institutionnelle qui circule en ce moment,
Principe de responsabilité, principe de transparence, principe d'authenticité. Vous retirez IA de cette équation, ça existait déjà. Simplement, elles sont amplifiées. Là où il y a encore de la variation dans dans les 15 facultés de notre université, c'est une exigence de conserver les interactions lorsque je fais un devoir, lorsque je fais un mémoire, lorsque je fais une thèse. Est-ce que j'exige que mes étudiants conservent les interactions qu'ils ont eues avec ces outils? C'est un sujet qui est très discuté dans la communauté parce que, à juste titre, certains disent, oui, mais si on n'est pas capable de dire dans quelle ampleur, pourquoi faire et comment est-ce qu'on va l'exploiter, autant ne rien demander. Pour autant, est-ce qu'il faut l'abandonner, cette idée de garder les interactions? Parce que c'est peut-être juste le moyen de faire le disclaimer, vous savez, le document qu'on signe quand on dit je m'engage à respecter les consignes, à faire l'usage ou pas de l'IA, etc. Et ben, c'est important de se souvenir de ce qu'on a utilisé. Et si on garde des pistes pour du travail réflexif, en fait, conserver ces interactions, c'est de la matière première, c'est de l'or en barre pour avoir un travail réflexif, non pas sur l'usage de l'IA, mais la manière dont l'IA nous a permis d'atteindre notre tâche qui consistait à faire le devoir, le mémoire, etc. Mais surtout, comment est-ce qu'elle me permet de mobiliser ces nouveaux acquis dans des activités que je vais transférer dans de futurs apprentissages ou au-delà de mon mémoire ou lorsque je quitte l'école ou l'université. Là, il y a des vraies pistes intéressantes. Il ne faut pas trop vite peut-être abandonner cette idée de conserver. Et puis, évidemment, il y a des points d'attention sur attention au droit d'auteur, attention à la confidentialité. On va évidemment retirer le nom des personnes étudiantes si on utilise ça. Si on n'a pas la chance d'utiliser un outil institutionnel, ben, il y a peut-être plutôt intérêt, c'est malheureux de dire ça, mais à utiliser une version payante parce qu'elle est plutôt plus conforme à la préservation des sources, à moins d'avoir la chance d'être dans un environnement qui donne des espaces. Je sais que à certains endroits, notamment en France, il y a plein d'initiatives qui permettent aux enseignants d'utiliser des espaces qui préservent ces conditions, qui sont quand même juste absolument nécessaires pour travailler là-dessus. Et donc, de façon synthétique sur cette balise, sur ce temps, ben, quelles seraient les pistes pour exploiter les conservations des interactions? Je vous en ai déjà dit quelques mots. C'est vraiment de la matière première pour engager une réflexion collective sur le travail réflexif. Euh, En fait, l'idée, c'est plus seulement de se concentrer sur le produit. Notre étudiant a remis un mémoire de 60 ou 80 pages ou un mémoire qui fait une revue de la littérature ou que sais-je. C'est pas seulement sur le produit, c'est-à-dire que dans les 100% qui étaient peut-être donnés pour calculer une pondération sur cette production écrite, c'est de se dire, et certaines facultés le font déjà, en école polytechnique par exemple chez nous, ils ont décidé de revoir la pondération et donc la partie écrite n'est plus considérée qu'entre 20 et 40% de la valeur totale des points. Il y a une part, et là c'est spécifique à l'EPL évidemment, c'est une réalisation concrète. On peut imaginer que dans plein d'autres facultés, on n'est pas nécessairement un produit prototypique ou une réalisation concrète à exposer. Mais en tout cas, il y a une part importante, aussi importante que la partie production écrite. Et puis, il y a une partie défense orale. Ça peut paraître stupide de dire, ben oui, il faut discuter, mais quand on a des auditoires avec 500 ou 1200 étudiants, est-ce qu'on a la place pour discuter avec chacun dans une défense orale? Et donc, tout ça nous invite à questionner non plus l'évaluation centrée sur le résultat final, mais peut-être re-questionner les étapes de l'évaluation sur des processus d'apprentissage. Et donc, ça nous invite, en tant qu'enseignants, enseignantes, à ajuster les stratégies d'apprentissage, peut-être identifier les forces et les faiblesses de nos dispositifs d'enseignement, parce que quand on demande une production écrite, cette production, elle est la manifestation de quoi au fond? De quel processus cognitif? Qu'est-ce qu'on leur demande de nous montrer? D'être capable d'écrire ou de se projeter sur autre chose avec la mobilisation de ces connaissances? Et si l'IA pouvait être aussi une forme de coach à l'apprentissage. On a un verbatim qui vaut de l'or. Dans une enquête qui a été faite dans le secteur de la médecine, il y a une étudiante ou un étudiant, de façon anonyme, il y a une personne étudiante qui a dit: Merci ChatGPT d'être mon superviseur de mémoire, toujours disponible 24/24, qui était d'un super support. Voilà, c'est un peu ironique, mais ça dit quand même quelque chose de la massification de l'enseignement et des moyens qu'on a pour avoir quelque chose qui soit plus proche, plus personnalisé, plus direct avec nos étudiants. Alors, quid alors par rapport aux usages critiques de l'IA et qu'est-ce qu'on aurait envie d'envisager pour assurer un accès équitable et transparent à ces outils? Euh, voilà le genre d'exercice qu'on fait dans certains accompagnements avec nos enseignants. Je vous donne quelques exemples sans les détailler. Euh,
Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'être assisté par l'IA pour traiter un sujet de mémoire qui vise les inégalités en matière d'orientation, la réflexivité comme forme de capital culturel spécifique? Voilà, faire appel à Bourdieu, etc., avec un exemple de prompt tout à fait généraliste. J'aimerais réaliser un mémoire de fin d'études sur la thématique. Utilise la théorie du capital social de Bourdieu. Peux-tu me proposer une structure? Et là, on est parti dans un processus d'écriture et de réflexion. Et puis, dans nos accompagnements, jusqu'à très récemment, on s'amusait à comparer pour les différents grands éléments, sans rentrer dans le détail de en quoi ChatGPT ou Gemini ou Perplexity ou Site.ai, qui ne sont pas tous exactement les mêmes outils, nous permettent de contribuer à la réflexion, l'écriture d'une structure et des liens entre les concepts. En quoi est-ce que ces outils peuvent nous aider pour la rédaction? En quoi est-ce qu'ils peuvent nous aider sur le volet référence? Et on faisait une série d'observations. Et je vous partage juste ceci, ça c'est le dernier tableau qu'on a partagé avec les profs sur cette question. Il y a un article qui vient de paraître qui s'amuse à faire en fait l'identification du potentiel de toute une série d'outils pour chacune des sections dans un travail de fin d'études. Pour faire l'abstract, peut-être que tu pourrais utiliser Graphical Abstract Maker pour simplifier la recherche de concepts complexes et pouvoir les situer les uns par rapport aux autres. Peut-être que pour rédiger l'introduction, il y aurait toute une série d'outils plus ou moins dédicacés. J'ai déjà cité Jenny.ai, mais vous avez vu que ce n'est qu'un exemple. Et ainsi de suite pour la méthode, et ainsi de suite pour la section résultats jusqu'aux discussions. Et donc, que disent les balises aujourd'hui? Eh bien, parce que bien évidemment derrière tout ça, mais comment est-ce qu'on va contrôler, est-ce qu'on aura envie de détecter? Et là, eh bien, on est obligé de dire, il est généralement accepté au sein de la communauté universitaire que les détecteurs d'utilisation ne sont pas fiables. Pour toute une série de raisons, des faux positifs, les productions peuvent être facilement modifiées et manipulées. Et donc, en gros, ces outils ne nous disent pas grand-chose et certainement pas du plagiat, parce que comme il ne s'agit pas d'une personne humaine, on ne peut pas dire que c'est du plagiat, on peut dire que c'est un usage inapproprié, mais en tant que tel, ça n'est pas du plagiat. Et donc, bah, ça nous entraîne finalement à faire le deuil de cette question de la vérification et se rappeler aussi quelques anecdotes. Là, je vous donne juste quelques exemples. Il y a le cas de cette étudiante ici, Moira Homstead, qui a été évincée de son université parce que simplement, elle avait utilisé un usage qui est, a priori, quand vous faites des enquêtes, tout le monde dit oui, oui, on peut utiliser l'IA pour faire de la vérification orthographique et grammaticale. Mais il y a des exemples d'universités qui ont utilisé des outils de détection et l'outil de détection a juste pu vérifier que le texte de cette étudiante, en l'occurrence, avait été assisté par un outil, Grammarly en l'occurrence, qui est un outil d'amélioration de l'orthographe précisément. Et donc, si on autorise l'usage d'un outil de détection de l'orthographe, mais que les outils détectent indûment l'usage inapproprié et prêtent au flanc en se disant qu'est-ce qu'on fait avec ce cas-là, on met l'étudiante hors de l'université ou pas, ben, cette malheureuse personne étudiante, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, est-ce équitable? Est-ce que c'est fiable? Euh, voilà, et une série comme ça d'autres exemples. Je vous donne juste une référence toute récente. Que dit OpenAI? C'est toujours intéressant de voir ce qu'ils racontent sur leur capacité à indiquer le niveau d'assistance dans l'IA. Ben, leurs sites sont quand même assez évocateurs. Euh, on est quand même sur des résultats, sur des chiffres qui sont extrêmement bas, donc ils reconnaissent eux-mêmes que c'est pas du tout fiable. Dans un autre article ailleurs dans leur site, on peut lire peux-tu aider à détecter un titre écrit par OpenAI? Ils répondent en anglais in short, no. C'est assez éloquent. Et puis ça pose aussi la question, c'est pas seulement nos personnes étudiantes qui sont concernées par ça, c'est aussi toutes nos activités de recherche. On se rappelle qu'un mémoire, c'est une forme de recherche, un TFE, c'est une forme de recherche. Et puis les compétences qu'on développe à cet endroit-là, c'est aussi quelque chose qu'on veut entretenir du côté des équipes de recherche. Je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à aller lire les travaux de Guillaume Cabanac, qui est identifié dans la revue Science comme un tracker de fake science. Et en fait, il a mis en place avec ses étudiants un système qui vise à identifier ce qu'il appelle les mots torturés. Et les mots torturés, ce sont les termes qui ont été indûment traduits par des systèmes d'IA et qui finissent par produire des articles qui ne veulent plus rien dire et qui pourtant ont été validés par des pairs et pourtant se trouvent diffusés sur une série de grandes revues scientifiques, y compris Nature, à tel point que ces revues commencent à impliquer, à mettre en place des balises pour dire d'abord, vous ne pouvez pas mettre un outil d'IA comme un co-auteur. Un co-auteur, ça doit être une personne humaine.
et se demander aussi comment se passe le reviewing. C'est avec les articles qui sont publiés, ils sont soumis à l'avis de ses confrères et de ses consoeurs. Eh bien là, il y a un autre article qui est paru récemment sur la surveillance de contenu modifié par l'IA à grande échelle, cette fois-ci non pas pour produire un article, mais pour évaluer cet article. Et donc, dans cet exemple-là, mais qui n'en est qu'un, comme tous ceux que vous pouvez trouver quasiment tous les jours sur les réseaux, il y a par exemple ici ce graphe qui vous montre qu'il y a une augmentation significative depuis 2023 de toute une série de mots comme louable, méticuleux, complexe, qui montrent en fait une augmentation de probabilité de la survenue de ces mots. Et générés par quoi? Ben, générés par des outils d'intelligence artificielle. Donc vous imaginez, ça devient le monde dystopique. On produit des choses assistées par l'IA, y compris dans le champ de la recherche, qui sont évalué, y compris par les pairs avec l'assistance de l'IA. Et si c'est fait de façon non critique, ben, au bout d'un moment, on aura envie que l'IA travaille toute seule et peut-être qu'on va aller se promener dans les bois et s'occuper de nos familles. Ce serait quand même plus intéressant. Voilà. Alors, en même temps, cette question de détecter les fake science ou la question du plagiat, déjà en 2011, et bien avant ça, il y avait toute une série d'auteurs qui disaient, mais les principales causes du plagiat, elles ne dépendaient pas de l'IA. Là, je vous donne juste un exemple qui date de 2011, hein, donc on ne parle pas des 2 ans de ChatGPT. Pourquoi est-ce qu'une personne étudiante serait incitée, ou une personne étudiante ou n'importe qui, et même un chercheur ou un académique ou n'importe qui, pourrait tenter de faire du plagiat? Il y a plein de causes à ça. C'est intéressant aussi de les considérer pour avoir une approche nuancée de ces questions. Vous avez là quelques exemples des raisons pour lesquelles on serait tenté de faire du plagiat. Euh, Ça ne veut pas dire que c'est toujours de bonnes raisons, mais ça veut juste dire que cette question préexistait déjà à l'arrivée de cette affaire-là. Et là, je vous mentionne juste une publication toute récente. Il y a un institut de recherche chez nous qui vient de publier un bilan, enfin qui a contribué à un bilan en Belgique francophone, donc sur un rapport de recherche multi-universitaire, qui propose en fait une approche de prévention du plagiat qui est nuancée, en se disant, mais finalement, si on considère 4 groupes d'étudiants, les étudiants qui sont peu informés sur le plagiat de manière classique, hein, indépendamment de l'IA, ceux qui sont a priori confiants et qui auraient peut-être besoin de s'autotester par rapport à ça, les étudiants prudents, et on a aussi beaucoup d'étudiants qui nous disent, mais moi, j'ai pas envie que mes productions soient considérées comme de l'IA. Il n'y a, pas que des intentions d'usage malveillants. Et d'ailleurs, on observe une différence entre les intentions d'usage et l'usage réel. Donc, c'est quand même aussi beaucoup à prendre en considération. Et donc, juste ceci, sans rentrer dans le détail, on voit bien que cette question du plagiat préexistait. Elle appelle une approche nuancée qui doit être augmentée des usages qui sont non appropriés de l'usage de l'IA. Mais ça veut dire qu'on doit aussi être capable de dire sur quoi on a travaillé sur ces questions. Alors, je vous évoquais le cas Wikipédia. Je vous invite à aller voir les pages Wiki Project AI Cleanup, qui est la version francophone. Et puis, vous avez une version francophone, si vous cliquez sur les liens, sur les propositions, donc ils travaillent sur différentes dimensions, hein, un essai de réglementation, donc on est toujours dans le temps des balises, une discussion sur le contrôle des articles concernés. Et c'est très intéressant de voir comment la communauté Wikipédia s'empare de cette question, parce qu'aujourd'hui, une des grandes caractéristiques de Wikipédia, c'est un travail de documentarisation, mais il y a surtout une communauté qui est extrêmement vigilante sur toutes les affirmations. Et donc, il y a des principes qui sont les moteurs de Wikipédia qui sont assez intéressants pour juste qualifier, vérifier, ne pas faire d'affirmations gratuites. Et donc, c'est intéressant de voir comment cette communauté s'empare de ce sujet également. Alors, comme on se rend compte que on doit faire le deuil de la détection de cette question, vient le temps de la refonte des évaluations. Et donc de se dire, mais au fond, puisque l'IA est capable de faire un certain nombre de tâches euh, qui ne sont pas nécessairement des tâches d'apprentissage, capables de produire des tâches, des productions, mais comment on va encourager les compétences humaines distinctives dans cette affaire-là? Juste se dire, pour le petit clin d'œil, est-ce que IA sera l'acronyme d'intelligence augmentée, c'est-à-dire celle qui favorise l'engagement dans l'apprentissage? Et on voit bien que c'est un processus qu'il faut mettre en place dans son enseignement pour aller dans ce sens-là. IA égale intelligence augmentée versus, et c'est ce qu'on entend beaucoup, il y a beaucoup de craintes là-dessus, mais peut-être que si on demande des tâches qui peuvent être faites par l'IA sans valeur ajoutée, effectivement, on risque d'avoir un impact qui serait l'IA égale acronyme d'intelligence appauvrie et qui augmente aussi notre dépendance à la disponibilité de ces outils et donc à préserver nos façons de faire. Aujourd'hui,
On voit bien qu'il y a des directions qui se prennent, mais on se rappelle juste, et c'est un exemple courant, les grands débats sur la calculatrice. On apprend toujours les règles du calcul et les opérations mathématiques, et on est encore capable de faire des travaux d'ingénierie avec des règles. Tout ça appelle des questions méthodologiques, et ensuite on va plus loin, on va plus fort, avec des outils de calcul qui permettent de construire Ariane qui décolle, par exemple. Et en fait, ce chemin-là, ben, c'est un temps qui va s'installer aussi pour l'IA, à la condition qu'on réfléchisse à la manière de rendre visible le processus d'intelligence qui est à l'œuvre quand on travaille avec l'IA ou qu'on se prépare sans l'IA à réfléchir. Euh, alors, dans nos interactions pour arriver à ça, ça appelle une série de compétences à intégrer pour avoir des prompts, hein, l'art du prompt, si on a envie de l'appeler comme ça. Est-ce que c'est vraiment un art? On ne sait pas, mais ça, voilà, il y a une série de choses à prendre en considération. Et donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on propose dans les clés du LLL, on propose un schéma simple. Il y a, par exemple, Margarida Romero qui propose euh, donc, qui est la directrice du laboratoire Lean dans le sud de la France. Elle propose une lecture vraiment extrêmement intéressante. Je vous invite aussi à aller regarder les productions qu'elle fait là, qui sont très intéressantes. Nous, on a choisi quelque chose de plus ramassé en 4 étages, en se disant la chose suivante. On n'a pas envie d'une interaction de base avec l'IA. C'est-à-dire, quand on regarde certaines études, sur des échelles de 1400 étudiants, et qui disent combien de temps l'avez-vous utilisé? En moyenne 3 minutes. C'est sûr, je fais l'usage de ChatGPT pendant 3 minutes, questions génériques, outils génériques, réponses génériques, ça ne va pas le faire. Donc, le minimum syndical, c'est les étages 2 et les étages 3 qui sont cumulatifs. J'insiste bien sur le fait que ça va ensemble, c'est pas juste s'arrêter à l'étage 2. L'étage 2, c'est les conditions euh, de nouvelles compétences de base à développer, c'est-à-dire faire des prompts sophistiqués qui tiennent compte du rôle, de la tâche, de la mission, etc., du ton, qui font peut-être l'usage d'outils plus spécifiques qui manipulent des technologies de RAG. On a vu qu'il y avait tous des outils plus ou moins sophistiqués. Donc, c'est de se dire, pour avoir des prompts de qualité sophistiqués, je suis aussi capable de choisir l'outil le plus approprié pour aller là où je veux par rapport à la production ou la discussion sur ma connaissance. Et tout ça m'amène à avoir en permanence un dialogue critique envers les résultats qui sont générés. Quelle est la fiabilité des données? Est-ce qu'il y a des biais qui sont présents? On a par exemple une enseignante dans le domaine des sciences sociales qui nous a dit, moi je sais que dans le domaine que je traite avec mes étudiants, je n'ai aucun problème à leur dire d'utiliser l'IA parce que l'IA ne convoque que des données massivement anglophones dans mon domaine de recherche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les étudiants discutent des zones qui ne sont pas présentes dans les sources. Et donc, ça ne me pose pas de problème qu'ils intègrent l'IA, parce que je veux justement leur faire comprendre qu'il y a d'autres champs à discuter en dehors de ce qui est manipulé par l'IA. Donc, un exemple concret sur des interactions sophistiquées et une distance critique par rapport aux produits qui sont générés. Et puis, il y a un étage intéressant, mais qui suppose pour nos personnes étudiantes de bien maîtriser les étages 1, 2 et 3, c'est de se dire, et si les interactions avec ces IA nous permettaient d'avoir l'espèce de super tuteur, le prof disponible jour et nuit, qui est capable de me réexpliquer un concept que je n'ai pas bien compris, qui peut peut-être m'aider pour mon cours de méthodologie, pour faire mon mémoire, etc., etc. Il y a quelques précautions à prendre par rapport à ça. Juste se rappeler, là je vous ai fait, enfin j'ai tenté une traduction d'une publication de Molik et de son épouse, parue en 2023, sur quels seraient les scénarios d'usage critiques de l'IA comme les différentes formes de support. Il distingue l'aide en tant que mentor, en tant que tuteur, enfin voilà, je vous fais l'impasse, vous pouvez lire aussi bien que moi. Euh, Juste pour se dire, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on voit bien les fonctions qu'on aurait envie d'avoir. Et à la Khan Academy, avec leur application Khanmigo, qu'on peut malheureusement pas encore utiliser ici dans notre monde francophone, de ce côté-ci de l'Atlantique, mais ça va arriver, on voit bien qu'il y a un potentiel pour avoir un tuteur qui pourrait être de façon adaptative, nous proposer les exercices adéquats. Moi, j'aurais rêvé de ça quand j'étais étudiant en mathématiques, en chimie. Ça m'aurait fait gagner des heures d'angoisse dans mes cours à l'époque. Vraiment, je trouve ça formidable. C'est une magnifique opportunité pour rendre accessible à n'importe quel de nos élèves et de nos étudiants, non pas des cours personnalisés que papa et maman doivent payer cher, mais l'opportunité que chacun puisse gagner en confiance et être plus autonome dans cette affaire-là. Et en même temps, il y a plein de bénéfices pédagogiques et en même temps, il y a une série de risques à prendre en considération. Il faut en être conscient. On a aujourd'hui des enseignants qui nous questionnent.
je dois évaluer 80 mémoires. Je fais comment, moi, avec mes 80 mémoires? Est-ce que je pourrais me servir de l'IA pour donner du feedback à mes étudiants? Oui, à la condition de, vous voyez? Et donc, à chaque fois, il y a toujours cette distance à considérer par rapport à ça. Donc, il y a un potentiel formidable et il y a encore une série de zones de risque à prendre en considération. Chacun prendra les positions qu'il souhaite par rapport à ça. Aussi conscience que si on fait l'usage de ces outils dans les évaluations, il y a par exemple ici Yves Mon au Carrefour Éducation chez nos collègues de l'UQAM à Montréal, qui a traduit ce travail ici très récemment. Allez voir les publications notamment d'Yves Mon au Carrefour Éducation, c'est toujours passionnant ce qu'il vulgarise là-bas. Il y a toute une série de limites ici que cet auteur a mentionné. Si on se dit, bon, ben, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'évaluer les productions étudiantes avec l'IA? Et on voit bien que l'industrie de l'IA aurait envie de nous aider à faire ce genre de choses. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire? Si ça nous permet de donner du feedback plus régulièrement, si ça nous aide à le formuler de façon plus régulière à nos étudiants, en restant toujours agent de ce que je communique aux étudiants, la réponse est évidemment oui. Et évidemment, beaucoup de questions se posent dans ce sens-là, mais c'est important de se rappeler aussi les biais que ça peut et les risques que ça représente euh, du côté de l'évaluation. Et donc, je reprends de nouveau un autre élément qui vient de l'autre côté du Grand Lac. Cette fois-ci, c'est chez nos amis de Cadre 21 qui font un dispositif d'auto-formation qui est vraiment remarquable. Ils ont publié il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant ce tableau qui est une adaptation de l'Université d'Oregon pour dire, bon, il y a une série de tâches que l'IA peut bien faire là. Vous reconnaissez la pyramide de Bloom hein, que tous les pédagogues adorent en disant, bon, ben, sur les activités de mémorisation, l'IA est capable de faire des choses. Et ainsi de suite quand je grimpe dans les étages de la taxonomie révisée. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus spécifique ou quelle serait la valeur ajoutée au fond ou quel serait le type de dispositif qu'on pourrait créer au regard de chacun de ces différents étages-là? Le mérite de ces publications, c'est de façon ramassée de faire une série de pistes. Là, on a adapté une autre proposition qui avait été proposée par nos collègues de la cellule d'appui, donc c'est, on va dire, le LLL du côté de l'Université d'Avignon. À l'origine, ils n'avaient pas proposé ce schéma de cette manière-là. Ils avaient mis ce dispositif au temps de Covid. Et en fait, nous, la seule chose qu'on a ajoutée là-dessus, on n'a pas du tout été original, on a juste ajouté un cadre rouge en disant, attention, la zone rouge, c'est la zone où l'IA peut faire les choses à la place de nos étudiants. Et quand vous lisez dans la presse, OpenAI est capable de réussir l'examen d'entrée en droit, c'est pas qu'il est plus malin qu'un étudiant, c'est juste que les données d'entraînement sont disponibles. Il est capable de répondre aux questions de QCM pour rentrer au cours du barreau aux États-Unis. Euh, il est capable de faire des dissertations, d'analyser du texte, etc., etc. Alors vous me direz, oui, avec les bons prompts, il est peut-être aussi capable de produire de l'écrit réflexif. Et il est aussi capable de produire une vidéo. On est d'accord. Mais la zone qu'on considère en vert, c'est une zone en fait qui nous invite à être plus dans la collaboration et plus sur les étages supérieurs de l'évaluation. Et là où c'est possible, bah, ça peut être intéressant de se dire, OK, bah, j'ai peut-être des pistes d'évaluation où je fais déjà dans mes pratiques d'enseignement des choses qui sont plutôt dans ce sens-là. Et ça reste quelque chose sur lequel la valeur ajoutée, euh, le cerveau à mes 10 doigts, mon crayon, peut encore faire de l'excellent travail sans prendre des risques de production qui seraient sous-traités à l'IA avec un désengagement de nos personnes étudiantes. En résumé, c'est aussi cette très bonne référence de SAO et DD en 2023 qui font une série de propositions pour mettre l'accent sur le processus d'apprentissage, hein, donc moins être centré sur OK, il a fait un devoir, OK, il a fait un mémoire, etc. Mais plus se dire, et si on essayait d'évaluer le processus, si c'est faisable, hein, si on n'a pas 500 ou 1200 étudiants en face de soi, c'est évidemment très différent. Mais même déjà, on sait que dans une salle de classe avec 25 élèves, c'est déjà très, très, très compliqué. Qu'est-ce que je peux proposer pour un engagement actif? Qu'est-ce que je peux prendre en compte dans mon dispositif d'enseignement? Juste prendre le temps, faire des activités déconnectées, travailler sur les éléments méthodologiques. Qu'est-ce que je décide de faire avant de m'engager dans l'activité, donc être dans toutes les activités d'autorégulation? Comment est-ce que je peux rendre visible ma réflexion? Ça, c'est une façon d'engager activement, cognitivement nos élèves et nos apprenants dans cette affaire-là. Comment est-ce que je peux augmenter les feedbacks, les rétroactions? C'est peut-être envisager ces solutions pour
donner un feedback plus régulier, plus formatif. Encourager aussi de la révision entre les pairs. On sait que nos élèves s'expliquent parfois mieux des choses entre eux qu'avec nos propres mots. Euh, et s'en servir aussi pour, ça c'est les techniques de prompt qui peuvent nous aider. On est un peu fatigué, c'est la 25e ou la 100e ou la 200e copie qu'on corrige. Est-ce que tu peux m'aider à encore être constructif et faire des phrases que nos étudiants auront envie de lire? Ben, voilà, on peut s'en servir aussi pour faire du feedback constructif. Et donc, de considérer l'intégration de l'IA comme un partenaire, entrer en dialogue avec lui, non pas pour dialoguer avec l'outil, mais pour entrer en dialogue augmenté sur les enjeux disciplinaires, euh, critiquer, faire une évaluation critique de ce qu'il propose, et donc considérer ces différents éléments. Voilà ce qui est proposé de façon synthétique ici, et ce qui me donne l'occasion de vous remercier pour votre attention. Euh, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout, mais je serais ravi d'en discuter avec vous. Merci bien pour votre présentation. Ça me semble être clair. Il y a eu peu de questions sur le contenu. Donc voilà, moi je vais lire des merci, des hyper intéressants là actuellement. J'aurais bien voulu vous poser une question, oui, par rapport à Khan Academy, parce qu'on connaît certaines écoles l'utilisent régulièrement, mais je n'étais pas au courant en fait, il y a l'intelligence artificielle qui est dedans alors maintenant? Oui, donc le projet s'appelle Canmigo. Pour les utilisateurs de ChatGPT dans la version payante, vous pouvez aller dans les GPT par exemple et vous faire une petite idée de ce que ça pourrait. Ça, c'est la version détournée pour le faire aujourd'hui parce que la version IA de la Khan Academy qui s'appelle Canmigo n'est pas encore disponible de ce côté-ci de la planète. D'accord. Ça arrive progressivement, mais la promesse que fait Salman Khan. Et moi, ça m'a vraiment épaté parce que, en fond, il a rediscuté de ce que tous les pédagogues utilisent très souvent, les références à Bloom. Et en fait, il disait, mais vous savez, Bloom, déjà, quand il écrivait sa taxonomie dans ses premières versions, il rêvait déjà de faire glisser la courbe gaussienne. Vous connaissez, hein, le principe de la courbe de Gauss. Et il se disait, mais et si on avait un moyen de proposer un accompagnement épaule contre épaule, hein, en fait, le tuteur, le prof, qui peut essayer de répondre aux questions de façon adaptative à nos étudiants, quelque chose de très individualisé, très personnalisé. Et en fait, Salman Khan a dit, mais nous, en fait, on a toute l'infrastructure pour le faire. On a un système qui est extrêmement normé. On a un dispositif d'enseignement et vous avez fait l'exercice vous-même dans vos dispositifs. Vous donnez un cours de biologie en 5e année secondaire. Vous allez voir les éléments que vous décidez de présenter en 5e ou en début de réto, mais vous verrez que le programme, il sera très proche à 80 ou 90%. Vous allez retrouver là tous les éléments que vos élèves pourraient utiliser pour réviser la bio. Donc tout ça est très normé. Et en fait, ce qu'il propose, c'est d'augmenter ça avec un système d'intelligence artificielle pour, quelque part, non seulement augmenter l'expérience ludique qu'il propose en disant, tiens, je vois que tu as obtenu seulement tel score, je te propose de réviser tel élément. Ils vont mettre en place un système qui nous permettrait d'entrer en dialogue de façon beaucoup plus adaptative encore que ça n'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fonctionne sur des mécanismes, des algorithmes qui déduisent de la structure, un peu du programme, les enchaînements logiques ou sur base des atteintes à un score, il va dire, ben, je te suggère plutôt de venir au premier chapitre parce que là, ça marche pas. Et là, en fait, ils vont intégrer cette dimension de dialogue avec le cas de Migo. Donc, ils en parlent bien dans plusieurs publications sur YouTube pour le moment. On ne peut pas encore le tester. Et par contre, vous pouvez, si vous utilisez par exemple ChatGPT dans sa version payante, vous pouvez aller voir dans les GPT et vous avez fait une recherche dans la rubrique éducation Canmigo et il va vous donner un petit indice sur les formes que ça peut prendre. Et donc là, on est sur une chouette, chouette perspective avec un outil qui est très raccord avec ce qu'on pourrait recommander à nos élèves en remédiation, qui serait une extension de ce qu'on n'a pas toujours le temps d'expliquer dans nos salles de classe ou dans nos amphis, augmenter de l'IA avec un système qui serait quelque chose, on se dit, bon, on aurait plutôt envie de faire confiance à ces systèmes-là et ce serait intéressant d'observer la manière dont ça évolue. Plutôt que de se dire, bon, je vais apprendre à mes étudiants à faire du prompt et on va le faire avec, au doigt levé, on pense que Microsoft Copilot serait mieux parce que Microsoft Education a fait une convention avec OpenAI qui étanchéifie les données à cette affaire-là. D'accord. Et je voulais réagir aussi sur une de vos slides, parce que c'est les questions petit à petit qu'on entend évidemment dans les écoles. C'était
on va dire, la manière de changer son évaluation, et c'est là où vous avez mis l'acronyme entre intelligence augmentée ou intelligence appauvrie. Est-ce que vous auriez des conseils, je ne sais pas, on teste pour, euh, comment va-t-on dire, changer de posture de l'enseignant pour interroger différemment et améliorer son évaluation en évitant, on va dire, ce côté intelligence artificielle que les élèves peuvent utiliser? Je pense classiquement, sans rentrer dans est-ce que je l'utilise ou pas avec mes élèves ou avec mes étudiants à différents niveaux d'enseignement, juste se rappeler que toutes les activités qu'on appelle sur table à l'UNIF et en classe à l'école fonctionnent très bien. Finalement, ça nous invite un peu à rediscuter ce que Marcel Lebrun a longtemps promu, et notamment avec Jean-Charles Caillet, les principes de classe inversée et de classe renversée. C'est-à-dire, je fais la leçon peut-être avec l'IA à la maison, par contre, je réalise le devoir sur table quand je suis, quand je suis à l'école ou quand je suis à l'université. Ça, c'est un exemple. Bon, c'est très bateau ce que je raconte là, mais ça permet de revisiter cette mouvance-là qui reprend un intérêt, un lustre intéressant par rapport à ça. Et juste se rappeler que il y a, il y a- je pense qu'il y a beaucoup, en fait, dans le principe de réassurance aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que moi, en tant qu'enseignant, en tant que conseiller pédagogique, que quelle que soit mon implication dans cette affaire, dans quelle mesure est-ce que je suis confiant avec le sujet? Est-ce que je suis capable de comprendre comment il fonctionne, quelles sont ses limites, etc. Est-ce que je comprends la diversité des solutions pour essayer de prendre la mesure de cette affaire-là? Et juste, je suis capable d'en parler. Juste, je suis capable d'en parler. Ça ne demande pas de faire beaucoup d'expertise, juste de se dire, je profite d'une occasion pour le tester, parce que personne n'a une expertise complète sur la question. On est tous en train d'apprendre en faisant. Et on observe aussi de la part de nos étudiants, en fait, un écart entre, parce qu'on a en secteur de la science et santé, ils ont voulu mesurer la perception, parce qu'on peut se dire, on voit beaucoup dans la littérature des écarts de perception entre euh, les enseignants qui seraient plutôt d'accord pour faire la correction orthographique, hein, pour donner un exemple bateau, mais plutôt pas d'accord pour en faire une production écrite. Et entre les deux, dans le continuum, on voit bien qu'il y a des petits écarts. Mais l'écart, ce qui est intéressant à considérer, c'est que on peut avoir un écart de perception d'intention d'usage qui n'est pas nécessairement l'usage réel qui va être fait. Donc ça, c'est quand même un système de confiance qu'il faut préserver. Et pour le mettre en place, il faut s'autoriser à en discuter avec ses élèves. Euh, mais c'est sûr que voilà, le devoir, la mission qui consisterait à dire tu vas faire une synthèse écrite de 150 mots en néerlandais, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans l'apprentissage des langues, ou tu fais la synthèse d'un livre, c'est sûr que si ça se fait à la maison avec un devoir classique, c'est plus seulement le devoir qui est copié sur le genou dans le bus pour arriver à l'école, c'est le copier-coller et probablement des réponses très proches qu'on va trouver chez nos 25 élèves qui l'auront fait. Donc, c'est inversé. J'aurais envie de faire des appels du pied à la classe inversée Mhm. quand il y a ce genre de production et à reconsidérer autrement ces éléments. Voilà, c'est très bateau ce que je dis là, mais ça pourrait être des pistes à reconsidérer. Oui, bien sûr, ou laisser des présentations orales là où il y a moyen de le faire pour, Absolument, oui, oui, tout à fait. Donc, considérer tout ce qui est dans la zone verte, en fait, tout ce qui est en collaboration, monter dans les étages de la collaboration. L'exemple que je donnais en référence à nos collègues de l'appui, enfin, de la cellule d'appui euh, de l'université, enfin, voilà, le slide que je vous montrais là, avec les zones vertes et les zones rouges. C'est sûr que s'il s'agit de quelque chose qui est plutôt de l'ordre de est-ce que je suis capable d'étiqueter, est-ce que je suis capable de nommer, est-ce que les niveaux de compréhension qui sont de l'ordre de la restitution, l'IA va être aussi bonne que nous. Euh, donc, voilà. tout à fait. Je ne sais pas si Christophe voulait réagir parce que je vois qu'il est toujours présent. Donc, s'il veut ouvrir son micro, il peut prendre la parole. Sinon, moi, je vais déjà vous remercier, Pascal, de cette intervention. Et je vais vite faire on va dire le mot de la fin et de remercier un peu tout le monde. Parce que là, j'ai vu. Ah, ben voilà, Christophe, mais je te redonne la parole juste après, mais remercier. J'ai vu des conseillers technopédagogiques d'autres PO, j'ai vu des enseignants, j'ai vu un conseiller école numérique. Il y a Ludovia qui est là, il y a École branchée, que je dois d'ailleurs remercier également pour être notre partenaire depuis 3 jours. Donc, il y a Audrey qui est là-bas et qui réagit de temps en temps. Et alors, vous rappelez que, à mon avis, ce sera plutôt fin de la semaine prochaine. Vous allez recevoir un mail avec l'accès à tous les replays qu'on a réalisés pendant ces 3 jours. N'oubliez pas, en parlant d'école branchée, que vous allez avoir gratuitement l'accès à une revue
directement, comme ça vous allez pouvoir lire, je pense que c'était sur la sécurité numérique, cet épisode-là. Mes chers collègues, il va falloir trouver entre nous une main innocente parce qu'il y a 3 personnes qui doivent gagner normalement un abonnement complet à l'école branchée, ce qui représente quand même pas mal de choses pendant un an. Donc encore merci à l'école branchée. Tant que je suis en train de remercier les partenaires, il y a BookWidget aussi qui va vous offrir 3 mois d'essai gratuit à tout le monde. Là, j'ai fait le tour. Et un grand merci à mes collègues également. Déjà, de me supporter, ce qui est déjà une Ah bonne ouais. chose. Hein, voilà, Christophe qui commence à me connaître avec Ludovien, soit en France, soit à Spa. Et d'accord. Christophe, un petit mot, une petite réaction Ah, par j'ai pas rapport pu à... suivre tout ce que a dit Pascal, mais on est dans ce mouvement-là. Les gros travaux maintenant, c'est les perspectives. On commence à maîtriser, on commence à voir comment on peut fonctionner avec ça. C'est qu'est-ce qu'on va évaluer maintenant chez nos élèves? Comment on va évaluer tout ce bazar, toute cette production? Comment on va ils vont travailler différemment? Ils commencent à travailler différemment. Nous-mêmes, on commence à travailler différemment, et donc ça va ouvrir des nouveaux champs. Et donc les prochaines journées de réflexion, de gamberge, de brainstorming entre nous là dans les universités, dans les pédagogues, c'est cette problématique de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue maintenant dans le travail? Quel représente le travail d'un étudiant? Utiliser ces outils-là, ça fait partie du travail de nos étudiants. Et comment on va évaluer le processus qu'ils font, qui sont meilleurs avec ça? Et est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'ils peuvent être meilleurs avec ça? Ça, c'est pas évident non plus, parce tout le monde n'est pas capable de ce que tu disais, Pascal, hein, de vraiment utiliser ces outils de façon, entre guillemets, intelligente. Il y en a qui sont dans la consommation. Et donc, on a un gros travail à faire à ce niveau-là, mais c'est ça qui est bien. Et puis, avec les nouveaux bazars qui sont en train d'arriver, des notebooks LM, le chat GPT-5, etc., qui sont en train de tomber sur le coin de la figure, les agents intelligents, etc., ça va très vite, et tout seul, on va pas arriver à suivre. Et donc, avec des moments comme tu organises là, avec des moments de réflexion, de rassemblement, que euh, il faut qu'on lutte quand même en quelque part. Faut pas qu'on subisse ces trucs-là. Donc, continuez les gars, lâchez pas l'affaire. Voilà mon message d'optimisme. Tu as tout à fait raison. Bon, un grand merci. 19h07 chez nous. Du coup, je dois à chaque fois faire la transition. -6, 13h07 au Québec. Nous, on va prendre une petite bouteille. Ce sera plutôt de la bière, en ce qui me concerne. On vous souhaite une bonne soirée, un grand merci. Et on peut déjà vous donner rendez-vous à l'année prochaine. Euh, merci à tout le monde et bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir Mimi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde.